Bonjour à tous, voici pour un nouvel épisode de la Cité littéraire. Nous présentons cette fois-ci le livre de Julien Sepou-Moni, Péripéties d'un baroudeur, itinéraire d'un enfant mal barré. Donc c'est un livre biographique. Il commence à Pierrefitte. Pierrefitte dans le 9-3, ouais. Lui commence par décrire un peu... Pierrefitte à Cité Rose. Pierrefitte, plus précisément Jules Châtenay, c'est un quartier parallèle à la Cité Rose. D'accord. Ouais. Mais ça reste les quartiers nord de Pierrefitte, ouais. Ouais. Proche Sarcelles. Collé à Sarcelles, exactement, ouais. Donc le début du livre n'est pas en décrivant un peu la situation de violence familiale dans laquelle tu te trouves un peu Ça dénote, dans le premier chapitre, en fait, je pose les bases. Ouais. À la base, c'est un récit de vie, c'est un récit autobiographique, mais je commence d'abord par poser les bases. Et dans le premier chapitre, ce que j'énonce, ce que je retrace, c'est tous les faits qui m'ont marqué dans l'enfance. Et ce qui donne, c'est ce qui fait la charpente du reste du livre, en fait. Donc je parle notamment aussi de la violence dans le quartier, comme c'était chaud à l'époque, dans les années 90. Après, ouais. Et les conflits familiaux, ouais, qui sont arrivés occasionnellement dans mon enfance et qui après se sont un peu intensifiés vers l'adolescence. Notamment ton père qui est assez violent, que ce soit envers toi ou ta mère ou... Nerveux. Nerveux. Ouais, le mot violence, il est un peu fort. Je dirais nerveux, colérique. Ok. C'est dû à l'alcool? Pas forcément, Il était comme ça. C'était le tempérament de l'époque. Ah, okay. C'était l'éducation qu'on a dans nos communautés. On avait un père très strict. Très strict et... Parce que dans le livre, tu décris ça pas... comment dire, de manière pas... C'est pas confortable. Voilà, tu le décris durement, quoi. Je le décris durement parce qu'à l'époque, je dis bien, je remets les choses dans le contexte. Quand j'ai écrit ce livre, à la base, ça devait être un livre sur les relations toxiques. Parce que quand je l'ai écrit, ça partait d'une séparation, j'étais vraiment torché, j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc au fur et à mesure de l'écriture, ça m'a fait remonter jusqu'à mon enfance, et ça fait ressortir beaucoup de traumas. T'as fait une thérapie? C'était une thérapie, ouais. Donc le premier chapitre, on peut prendre ça comme une thérapie, ouais. Il fallait que je mette les choses sur papier et que je me libère de ça. Et ouais, comment je le décris, c'est l'état d'esprit, comment il était à l'époque. À l'époque, ouais. Même si après, plus tard, dans ma vie adulte, ça s'est apaisé, on était carrément plus dans ce rapport-là. Mais à cette époque-là, c'est le portrait que je dresse. Donc ça, plus la violence du quartier, tout ça, ce qui t'a poussé à quitter la France pour aller au Canada? C'est une globalité, c'est un ensemble. J'ai grandi avec beaucoup de rancœur, avec un vide intérieur, avec beaucoup de rage, de violence, mais paradoxalement avec beaucoup de rêves. Le rêve des voyages, le rêve de rencontrer du monde, de bouger, de vivre une vie vraiment intense. Donc c'est un mélange de tout ça qui a fait que aussi ça m'a poussé à partir. Donc il faut savoir, à la base, le Canada c'était un choix parmi 4 autres. Qu'est-ce qui t'a déterminé vers le Canada? Canada, parce qu'à l'époque j'étais fasciné par les USA. Ouais. Voilà, j'avais une fascination pour les USA, plus particulièrement la côte ouest. Et côte ouest, c'est Miami? Los Angeles, ouais. Pardon, mais pourquoi 4 choix? C'était quoi les 4? Il y avait l'Argentine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'autre pays, je crois que c'était Taïwan. Mais pourquoi ces 4 pays-là? Parce que voilà, je voulais bouger. Ah ok, c'était... Ouais, je voulais bouger, je voulais partir, je voulais faire une expérience et partir dans un pays non francophone où je reviens, où vraiment je me baigne dans une autre culture et je reviens complètement... Ce qui est bien chez toi, c'est que tu as un parcours banlieusard. Ouais. Et tu parles bien, je trouve que tu es assez posé dans ton langage. Ouais. Tu as un langage très soutenu et c'est étonnant parce que vu ce qu'on parle nous en banlieue, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'en lisant ton livre, je me suis dit, t'as eu des grandes études, quoi. T'as été loin dans les études. Et c'est vrai,
Et bah tu sais quoi, pour la petite anecdote, pas du tout. J'ai pas eu, on va dire, j'ai pas eu cette chance-là de faire des grandes études. J'ai pas eu le cadre pour faire des grandes études. Ça a un peu créé un complexe chez moi. Après, je vais te dire honnêtement, je peux parler en wesh wesh, hein. Je peux te sortir des mots, des phrases. C'est vu par tes rencontres, tout ça, que t'as appris peut-être. J'ai toujours aimé les mots. Ah d'accord. J'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours lu. Il y avait des livres chez toi quand tu étais enfant? Il y avait des livres. Après, c'était plus des livres de gamins que je lisais. Et vers l'adolescence, j'ai commencé à lire, à l'époque, c'était des magazines L'Affiche. L'Affiche, Radical, des magazines hip-hop. Oui. Je lisais tout ce qui me passait par la main. Beaucoup de magazines aussi sur la pop culture. Mais est-ce que chez toi, tu avais une étagère où il y avait des livres comme Non. ça comme ici? Non. Non, il y avait une petite étagère, il y avait 2-3 livres qui se bagarraient, mais C'était pas, sans plus. Généralement, en banlieue, c'est pas notre... Exactement. Je pense que ça devient d'où cet amour des mots? Je pense que tu nais avec. Ok. Par exemple, je te donne depuis oui. la primaire, le collège, le lycée, même si je foutais rien en français, j'avais toujours des notes au-dessus de la moyenne, que ça soit en rédaction, en dissertation, en synthèse aussi, en rédaction, j'avais toujours des bonnes notes. Okay. Donc c'est quelque chose que... Moi je suis de Sarcelles, j'ai vécu dans un environnement assez antillais, africain. Ouais. Oui, Sarcelles, oui, tu connais. Bien, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que quand on lit ton livre, là, ton père est assez... il veut que vous ayez une éducation française, pas camerounaise. Sans renier... Contrairement à ta mère, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Ouais. Ben, en fait, lui, les premières générations de nos parents, là, quand ils sont arrivés, fallait s'assimiler. C'était la France de l'époque. Fallait s'assimiler, fallait parler un très bon français. Fallait parler un français vraiment, comment dire, un français soutenu, un français clair, pas avec l'accent. Et c'est pour ça qu'à mon avis, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment baigné notre culture d'origine. Et puis la preuve, ma langue du pays, je la parle pas. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi qui a créé. Est-ce qu'il y a un rejet de ta part C'est pas un rejet, j'ai pas grandi avec, donc c'est dur de manquer quelque chose que tu connais pas, et c'est un peu ça aussi qui a fait aussi que j'ai trimballé des complexes sans en faire, sans devenir fou, sans devenir schizophrène. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, et la preuve, même quand je me retrouve dans un milieu, on va dire, afro-camer, ne considère pas comme un vrai camer. Ils me disent, ouais, mais toi, voilà, t'es différent, tu vois, t'es plus français, vous êtes plus des Français. Donc tu vois, là, il y a un décalage naturel qui se fait que t'es un hybride, t'es toujours entre deux mondes. Ouais. Tu l'expliques comment? Juste parce que tu parles pas la langue Bah, déjà, quand tu parles pas une langue, c'est sûr que c'est... Déjà, ça crée un fossé, parce que comment dire, tu ne penses pas dans cette langue, tu ne vis pas dans cette langue, donc le repère, en fait, la proximité, il y a un lien qui se perd. Il y a tout un monde qui se perd. Que t'as pas accès. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et voilà, donc pour moi, c'était clair quand même assez tôt. Je savais que voilà, j'étais noir en France. Je suis un Africain, mais je suis pas un Africain né sur le continent. Donc ça crée une espèce d'hybride où t'es ni l'un ni l'autre, mais t'es à la fois les deux. Donc j'ai su jouer avec ça et tirer les trucs comme un faveur. Oui, t'as joué avec les deux, quoi. J'ai joué avec, ouais. Je comprends. Vas-y. Ouais, pour revenir toujours dans la civilisation française, là, sur cette terre, c'est vrai que dans ton livre, on pencherait que tu serais plus... je sais pas, il y a un côté blanc qui revient souvent sur toi. C'est bizarre, hein, c'est ce que je ressens. Un côté blanc? Ouais, ton écriture, elle est super belle, t'as une belle écriture. Et il y a des mots qui reviennent. Je te dis la vérité, c'est les blancs qui les emploient généralement. Comme? Il y a je sais plus où, mais il y a des expressions qui sont assez françaises. Et c'est vrai, mais ça c'est normal parce que mais c'est normal, mais parce que le 93 est assez sur les proverbes, de dire les proverbes, tout ça. C'est pas comme chez nous en 95, c'est plus, on n'a pas le temps de tout ça. Mais 93 sont plus francisés, je trouve. Possible qu'à l'époque. Après, je te dis, c'est des fois les tournures de phrases que je vais employer, c'est des trucs que j'ai. Parce que moi, j'ai traîné en 93. À la Courneuve, 4 Cus, et
c'est vrai que mais j'étais à l'école à Saint-Denis à 17-18, jusqu'à je sais pas. Et c'est vrai que moi, quand j'entendais un chanteur français à l'époque, moi, voilà quoi, c'était pas mon truc. Et quand j'arrivais dans le 93, je connaissais toutes les chansons françaises, tout partout, par cœur, Ouais, tout le truc. Le jeu des sept familles, toutes les. Ah ouais, je me suis dit, ça m'a fait bizarre parce que j'étais. Ouais, ça m'a fait carrément bizarre. Je me suis dit, je connaissais les chanteurs, hein, tu vois. Ouais. Mais autant chanter la chanson comme ça, par cœur, et ça te fait de la peine parce que quand tu sens que c'est un peuple qui aime la France et qui sont rejetés par les Français parce que voilà, tout ce qui se passe. Bon voilà quoi, c'est un peu triste quoi, de dire que maintenant, c'est vrai que si on pouvait avoir une France cosmopolite, tout le monde s'aime, etc. Et voilà, on n'y est pas. La France, elle est cosmopolite, hein. Qu'il le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, la France, elle est cosmopolite. Elle est cosmopolite, c'est comme ça. Mais vu ce qu'on vit en ce moment, il y a un rejet sur ce. Ça, moi je m'arrête pas là-dessus. Elle est ce qu'elle est. Il y a des rejets, il y a des identitaires, mais honnêtement, je m'en bats les couilles. Et par rapport à ton voyage au Canada, est-ce que tu as retrouvé cette façon de ce que tu voulais? Parce que si tu es parti dans un pays, c'est que tu te sentais pas très bien dans... Alors là, c'est pas là tu touches à un point, un point très important. C'est oui, je suis parti, mais là-bas, c'est un autre défi là-bas, parce que ce que je ne trouvais pas ici. Là-bas, on va dire, les premières années, c'est lune de miel. Voilà. Tu as l'impression que tu as fait les meilleurs choix. Tout te paraît simple, facile, ouvert. Mais tu fais face à une réalité que tu vas découvrir plus tard au fil des ans. Et la réalité, elle est bien plus cruelle là-bas qu'ici, quoi. Et en étant loin, ça m'a permis de remettre les choses en perspective. Et là, tu ressens que tu veuilles ou pas, tu es français. Ouais. Là-bas, les Québécois et les Canadiens te le diront, ils vont te voir noir, oui, mais tu restes un Français. À partir du moment où tu n'es pas né en Afrique, t'as pas grandi en Afrique, tu parles pas avec l'accent, pour eux, tu restes un produit de la France. Et ça, ils vont pas gêner pour te le rappeler, ils te le diront à la moindre occasion. Et l'accueil là-bas était très bien quand tu es arrivé, tu t'es senti bien? Il y a le Canada d'avant la pandémie, il y a celui d'après. C'est deux pays différents. D'accord. Donc quand je suis parti en 2010, super. Super. T'es resté combien de temps là-bas? 13 ans. 13 ans, ouais, c'est beaucoup. On va dire de 2010 à 2015. Franchement, c'était... Ça fait combien de temps que t'es en France? Là, ça fait depuis fin 2023. Je suis revenu décembre 2023. Ah oui, ça fait pas longtemps. Ça fait pas très très longtemps. Ah oui. Donc ouais, 2010-2015, ça a été de très très belles années. Ouais. Après, ça a commencé à changer en 2019-2020. Quand il y a eu le commencement de la pandémie, là au final, tout commençait à s'effondrer étape par étape. Au Canada. Dans quel sens s'effondrer? Déjà, les perspectives d'emploi, je me suis fait virer plusieurs fois parce que je n'étais pas vacciné. Le comportement des gens, il a complètement changé, ça a viré du tout au tout. Donc, je pense que c'était ça. Je sais pas, je peux pas faire la comparaison, mais peut-être que c'était pareil ici, non? Ça a été mondial, mais c'est différent quand tu vis dans un pays en tant qu'étranger. Ouais. Et tu te fais rejeter plus facilement. Tu te fais rejeter plus facilement et automatiquement, au bout d'un moment, le bilan, tu le fais. Tu regardes quand tu es arrivé, où tu es aujourd'hui en 2020, et tu dis, au final, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas, à certains égards, j'ai quand même eu une belle expérience, mais sur d'autres points, je pense que j'ai plus rien à gratter, quoi. En parlant de belles expériences, en arrivant au Canada, t'as rencontré beaucoup de Canadiennes, t'as eu pas mal d'aventures dont tu parles beaucoup dans ton livre. Quand t'es arrivé dans une coloc ou avec des Français, avec des Français qui t'ont initié de ce que tu dis à pratique des pick-up artistes là. Qui sont, pour ceux qui savent pas, c'est de la drague de masse, on va dire. C'est ça, c'est de la drague. C'est de la drague à l'américaine. Voilà, c'est beaucoup de... Très méthodisé, quoi. C'est très méthodique. Il y a un livre qui en parle très bien, c'est un peu The Game de Niles Frost. C'est de la pseudo-manipulation, mais voilà, avec un côté quand même gentil.
mais très incisif. Donc ouais, quand je suis arrivé, moi j'y allais un peu à la française, hein, à l'époque, hein, tu parles, un numéro, un rendez-vous, 2 rendez-vous, mais là-bas, non, c'est pas comme ça. Dès que tu arrives dans la soirée, il faut que tu repartes avec. D'accord. Mais pourquoi, très direct. pourquoi baroudeur, le titre? Parce qu'un baroudeur, ça représente un aventurier. Ça représente, le titre, ça représente les voyages, l'exode, les rencontres, la chute et la renaissance. Donc, et j'ai choisi le titre baroudeur parce que un aventurier, c'est un aventurier pas au sens Instagram où tu fais des beaux voyages. Un baroudeur, c'est un mec qui traîne, qui est des fois au bord de la légalité, de l'illégalité, qui se met un peu dans des situations un peu border, qui a un peu les mains dans le cambouis, qui fréquente des gens plus ou moins fréquentables, hein, selon les opportunités. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé. Ça veut dire que quand tu as eu cette période au Canada, est-ce que tu es revenu 2 ans après en France? Tu as été voir tes potes, tu leur as dit ouais, je suis parti, je suis au Canada, je rencontre des femmes. Est-ce que eux, ça les a pas incités aussi à faire la même chose que toi? Non, parce que des fois dans les quartiers, c'est pas la même mentalité pour eux. À l'époque, j'étais un fou. Ah ok, bah oui. Mais c'est un fou, lui. Il est parti. Il va là-bas, machin. Tout seul. Il va là-bas tout seul comme ça. Le mec, il vit sa vie. Il voyait ça comme le mec. Ouais, c'est un lâcher prise, quoi. T'as lâché tout. Quoi. Ouais, lâcher prise, tu vois. Mais des années après, je veux dire, les mecs, ils m'ont relancé en 2020, 2021. Ah, moi, je veux partir au Canada, tout. Mais je leur disais, les gars, c'est mort. C'était avant, ça. Les opportunités sont plus. Ouais, parce qu'on entendait beaucoup de gens qui disaient, ouais, au Canada, il y a le taf, il y a tout. C'est les États-Unis à côté, c'est toute une. Ouais, maintenant, ça donne pas trop envie d'y aller, c'est ça? Parce que le contexte économique, il a changé. Les opportunités, c'est plus la même. La vie est devenue extrêmement chère. Le taf, t'as trouvé du taf tout de suite? Moi, j'ai trouvé du taf tout de suite. Voilà, à l'époque, c'était un peu démerdard, un peu débrouillard. Du boulot, tu vas en trouver. Hein. Le langage est français ou anglais? Les deux. Tu parles bien l'anglais? Je me démerdais plus ou moins. Bon, c'est un français, un anglais un peu broke, tu vois, mais tu te démerdes. Tant que tu te fais comprendre, tu te démerdes. Mais à l'époque, tu voulais bosser, tu voulais travailler, du taf, t'en trouves. Hein. Maintenant, c'est plus le cas. Tu te considères que, malgré toutes tes expériences féminines, dans ton livre, tu dis pimp, proxénète. T'aurais pu finir proxénète? Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai trop un cœur, comment dire. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire, je me suis retrouvé, j'ai failli mettre un Snoop Dogg. Je me suis dit, on est en plein Snoop. Je me suis dit, c'est chaud. Là, je vais ouvrir un cabaret ce soir. Non, j'ai travaillé dans ces milieux-là, fut un temps, mais de là à finir proxénète, non. Non, parce que j'ai quand même une mère, j'ai des sœurs, et je me vois pas traiter, abuser les femmes comme ça. C'est pas en moi, c'est pas dans ma nature. C'était quand même, c'est de la marchandise. C'est de la marchandise, oui, dans ces milieux-là, les clubs de danseuses, les clubs exotiques, c'est de la marchandise. Oui. Toi, c'était quoi ton travail dans ces clubs? Moi, j'étais videur. J'étais videur, donc ça consistait, j'ai fait ça 6 mois. En gros, c'est simple, c'est les filles quand elles bossent, il faut qu'elles soient payées. Il ne faut pas qu'il y ait d'embrouille. Et souvent, ça arrive qu'il y ait des embrouilles parce que le client se sente abusé. La fille, elle veut abuser, donc elle appelle le videur. Ouais, il m'a volé. Donc à chaque fois, c'est une cour de création. Tu as eu beaucoup d'altercations? Ça peut arriver. Bon, c'est arrivé. Ça dépend des périodes. Mais là-bas, vu ce que tu dis, c'est carrément un business, un gros business là-bas. Clairement, oui. C'est démocratisé, quoi. C'est démocratisé. Je veux dire, c'est que ça soit les clubs de danseuses exotiques, que ça soit les clubs les salons de massage. C'est pignon sur rue. Parce que là, ici en France, on n'a pas le droit à tout ça. Ici, c'est interdit, mais là-bas, c'est... On voit ça dans les films, les mecs qui lancent des billets sur les femmes qui sont les... Oui, ça existe. Pole dance, là. Ouais, les pole dance, Et ça, c'est la partie la plus gentille, hein. Mais quand on va en cabine privée, c'est encore plus... c'est chaud. C'est encore bien plus dégueulasse que ça. Ouais. Mais un mec, il peut dépenser combien là-dedans? Oh, ça peut aller jusqu'à... Ça dépend toujours des moyens, mais le pire que j'ai vu, les mecs, ils ont craché 1500 balles en une soirée. Ah ouais. Oui, d'accord. Ah ouais, on ne gagne pas. Elles sont cocaïnées, hein, les femmes. Beaucoup, la plupart. Et ça t'a pas fait un choc au départ de voir tout ça?
Non, parce que, Parce que là, quand tu dis, on voit ça. c'est paradoxal, hein. Ça aurait pu me faire un choc, mais non, parce que c'est comme, ça donne l'impression, ça me donnait l'impression qu'en fait j'étais habitué au chaos. Donc je me mets, comment dire, je m'acclimatais très bien dans ces endroits-là. Ah bon? Ouais. D'accord. J'ai pas de misère, j'ai pas de mal. T'as aimé être dans ces endroits? Mais Là, c'est normal, il y a des femmes, ça, c'est bon. oui, bon, au début tu découvres, voilà, tu dragouilles, tu as des plans à droite à gauche, mais bon, après, à la longue, c'est pas une vie. Mais au fond de moi, je savais très bien que c'est pas une vie sur du long terme. Ouais. C'est malsain, mais Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France? c'est une séparation. Bah, déjà, je comptais rentrer, parce que j'ai fait le tour, hein, Ok. après la pandémie. Et l'élément déclencheur, ça a été une séparation qui s'est terminée au tribunal. Voilà. Je suis passé 3 fois devant un juge. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu à la base pour passer un concours au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai jamais pu repartir là-bas, puisqu'entre-temps, mon ex avait cambriolé chez moi, a pris les papiers d'identité, carte de résident permanent, carte consulaire. J'ai jamais pu reprendre l'avion. Et j'avais encore tout là-bas sur place. Donc ça a été la dégringolade. Voilà. Perdu appartement, voiture, la totale. Tu vivais bien là-bas? Vers la fin, Je t'étais vivais bien? raisonnablement. Et t'as fait la transition d'aller faire un tour aux États-Unis, New York? C'est pas loin, je crois. Non, non, je pas été, ça t'intéressait pas? Pas plus que ça. J'aurais dû le faire. Hein. Mais je l'ai pas fait, puis je l'ai fait, mais qu'en transit. T'es allé à Cuba? Ah oui, ouais, t'as fait Cuba. J'ai été 3 fois. Trois fois bien à Cuba. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Cuba? Bon, à l'époque, c'était pas cher. Juste le voyage? Ouais, puis faut savoir que beaucoup de gens au Québec, au Canada, passent les hivers dans le sud, ce qu'ils appellent ça, donc les Caraïbes. Ouais, parce que les hivers au Québec. Voilà, les hivers à moins 30, au bout d'un moment, voilà quoi. Et à l'époque, les billets à Cuba, c'était quoi, pour 400 balles, je partais en all inclusive, et c'était comme une colonie de vacances, quoi. Du coup, dans tes nombreuses aventures, tu dis aussi que tu as fait face à... Enfin, t'en pas beaucoup dans les détails, mais t'évoques quand même que tu as fait face à pas mal de négrophilie. Oui. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu fais? Ben, quand tu viens d'arriver dans un pays et que t'es personne, t'as pas de réseau, t'as pas de contact, au bout d'un moment, faut que tu te mêles à la masse, faut quand même que tu aies une vie sociale. Et c'est là que tu découvres, justement, dans cet endroit-là, tu as beaucoup de femmes qui sont négrophiles. Voilà, il y a ce fantasme de l'homme noir. Ça peut être rabaissant, mais au bout d'un moment, comment dire... Ah, tu t'es senti objet? Ça, tu le découvres après. Ouais. Tu le découvres après. Quand c'est des histoires comme ça, pas sérieuses, ça va, tu vois. Mais c'est quand tu commences à t'attacher à la personne et tu vois qu'au final, t'étais qu'un objet phallique, finalement. C'est que comme ça qu'on te perçoit. Donc, oui. Est-ce que c'est peut-être une des raisons qui a fait que tu as enchaîné autant d'aventures différentes de pas Avec du recul, la dérive, ouais, je pense que c'est parti de là, la dérive. Tu te dis, finalement... T'es drogué aux femmes? Hein? T'es drogué aux femmes? Si je suis drogué aux femmes? Ouais. Non. D'accord. Non. C'était des excès. Évidemment, il y a eu des dérives. Mais de là à dire que je suis drogué aux femmes, non, pas du tout. Parce qu'il y a un acteur qui était comme ça, je sais plus lequel, un acteur américain qui font des... Il y en a qui font des cures pour ça. Ah non, moi c'était des dérives. C'était par période. Mais de là à être drogué aux femmes, non. Pas aussi poussé que ça. Mais quand tu es dans ce rôle-là, tu découvres qu'au final, on t'approche plus par rapport à l'archétype que tu dégages que ce que tu es réellement. Mais tu te dis, de toute façon, après tout, tant qu'à faire, je vais prendre ce qu'il y a, je vais profiter, et puis voilà, le reste qui arrive. T'as eu des femmes de tous les âges? Ouais, de tout âge. Ouais. Ouais. Ouais, de tout âge. Que ce soit la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, 50? Cinquantaine. 60? 60, non. Et donc t'expliquais que c'est une relation toxique qui t'a fait revenir en France ou c'est Globalement, non, parce que j'avais déjà le projet de rentrer, mais ça a été le gros élément déclencheur. Ouais. C'était le gros élément déclencheur. Tu pouvais plus rester, quoi. Quand tu passes 3 fois devant le juge et t'es accusé, puis t'as 6 mois de prison à faire, tu réfléchis à 2 fois. Parce que quoi qu'il arrive, hein, quand la plainte elle a été donnée,
pour te remettre en contexte, moi ce que j'ai fait, j'ai porté plainte à mon tour pour pouvoir contrecarrer puis ramener des éléments de preuve, ça n'a jamais été pris en compte. Parce que déjà là-bas, à partir du moment où, déjà il faut savoir, à partir du moment où tu es noir et que tu te retrouves en justice avec une locale, déjà tu pars perdant déjà. Automatiquement, ils demandent les 6 mois ferme en préventive. Ouais. Ah oui, Automatiquement. 6 mois de prison. Et même si par la suite, tu es innocenté ou quoi, bah, tu auras fait 6 mois. Puis va continuer ta vie avec un casier judiciaire après là-bas. Ah, d'accord. Donc il y a eu ça, et ça a été le gros élément déclencheur. C'est ça aussi qui m'a miné, mais grave. Le concours du ministère des Affaires étrangères, c'était pour devenir adjoint de chancellerie. C'est quoi ça, adjoint de chancellerie? Adjoint de chancellerie, c'est tu rédiges en fait des notes pour les Français, les Français qui résident à l'étranger, dans un consulat ou dans une ambassade. Et c'est-à-dire, tu rédiges des notes. C'est quoi les notes? des circulaires, tu reçois les gens pour leur passeport, Oui. tu reçois les gens pour tous leurs documents administratifs. Mais Ok. ça, tu le fais exclusivement dans un consulat ou dans une ambassade. Ok. Donc c'est ça que je suis venu passer ici, puis j'ai jamais pu repartir. Voilà, donc... Et du coup, tu t'es retrouvé après à travailler pour le ministère de l'Intérieur. pour le ministère de l'Intérieur, mais j'ai passé 2 mois quand même de dépression vraiment profonde. Je me retrouve chez ma mère alors que c'était pas censé arriver. Et ben là j'ai tout perdu, j'ai perdu ma voiture, mon appartement là-bas sur place. J'ai vraiment tout perdu, taillé en pièces, tu te retrouves à poil, t'as plus rien. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ta mère avec qui tu as aussi eu des relations tendues. Quand j'étais plus petit, ouais, quand j'étais enfance, ouais. Qui a pu aussi être une des raisons pour lesquelles tu es parti, non? Enfin, le fait de l'ambiance générale, quoi. Pas c'est l'ambiance générale, c'est pas... pas une personne ou une autre. Non, c'est pas une personne ou une autre, c'est l'ambiance générale. Et pour la petite anecdote, c'est ma mère qui m'a poussé à partir. Ok. Ah ouais. C'est ma mère qui m'a poussé à partir. Je me rappellerai toujours, c'était un mois de mars. Elle m'a pris dans les yeux et elle m'a dit clairement, je n'ai pas dormi de la nuit. Elle m'a dit, tu vas continuer à faire quoi ici, à te contenter d'un petit boulot, Ah ouais. à mener une vie de vieux comme ça, alors qu'il y a plein de jeunes de ton âge Qui font s'en le vont. tour du monde, qui bougent, qui voilà, je suis resté dans ta banlieue. Et quand on m'a dit ça, calmement, franchement, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, ça m'a remis en question, mais surtout. Mais par contre, ça m'a donné une force de malade. Tu dis que pendant ton adolescence, t'as vu beaucoup de scènes qui t'ont... Ouais. de violence dans le quartier, tout ça. 13-14 ans, ouais. Ça t'a marqué? Mais c'est sûr que ça marque. C'est sûr que ça marque. Mais c'était les années 90, quoi. C'était la vie de rue, Pierrefitte, Sarcelles, Saint-Denis, les embrouilles de mecs, l'Estin. Voilà, j'ai vu des trucs, clairement. Ouais. C'est l'ambiance générale, en fait, si tu veux. Ça t'a dégoûté? Ça m'a pas dégoûté, parce que bon, voilà, c'était comme ça. Voilà, c'était l'environnement qui voulait ça. Bah oui, Ouais. c'est l'environnement de la banlieue. Mais ça, tu t'en rends compte après, plus tard. pas toutes les banlieues. Mais bon. Ça, tu t'en rends compte plus tard. Quand t'es petit, tu trouves ça normal. Mais ça t'a formé aussi. Ça te forme aussi, clairement. Quand tu passes par des scènes comme ça, vraiment aussi brutes, parfois barbares, après tu peux aller n'importe où, hein. Franchement. Ouais. Mais je pense que notre violence en France, c'est une forme de violence qui est assez dure, mais il y a plus dur aussi. Il y a encore plus dur. Plus dur, tu prends les États-Unis, c'est affreux. Tu prends les États-Unis, ça serait de la coup de calibre. Même Voilà. au Canada, à certains endroits. On n'avait pas trop le calibre en France. À l'époque, il n'y avait pas trop de calibre. Mais voilà. Donc, non, ça te marque autant que ça te forge. Bah oui. Après, ça m'a pas dégoûté. Voilà, c'est juste que voilà, je voulais voir autre chose. Et puis, tu sais, quand tu as envie de bouger, tu as des rêves, tu as envie de rencontrer du monde. Voilà, au bout d'un moment, tu te casses, quoi. Tu penses que tu as eu plus de chance au niveau féminin au Canada qu'en France? Parce qu'en France, au niveau femmes, les femmes, elles sont assez... Prude. Ouais, comme tu dis, et puis elles ont des arrêts, des façons de voir les gens, barrières. des barrières, quoi. Des barrières inutiles, des barrières de merde, des barrières à la con. Ouais, Des barrières de merde. ouais. Donc si je dois répondre à ta question... Elles sont plus libertines. Elles sont plus libertines au Canada en règle générale qu'ici. Je veux dire, c'est dans le sens où c'est plus léger, on va dire. On se voit, on se parle, on discute, on a un bon feeling.
On vit ce qu'on a à vivre. Si ça doit aller plus loin, ça ira plus loin. Si ça ne doit pas aller plus loin, ça ira pas plus loin. Mais par rapport aux années 70, Jacques Messrine il est parti au Canada faire des bêtises. Au Québec, ouais. Et je pense que depuis ça, les femmes ont toujours adoré Messrine parce qu'il représentait un homme, et les Canadiens, ils n'étaient pas contents. Et je pense que ça, grâce à lui, je pense que les Canadiennes, elles ont aimé le côté français, mais c'est vrai. Mais ça m'est arrivé une fois une Canadienne, c'est vrai, mais elles sont, c'est vrai qu'elles sont assez. Elles n'ont pas le temps, quoi. Si tu veux ça, voilà, quoi, c'est ça, quoi. On va pas jouer à savoir qui tu veux, qui tu veux pas, quoi. Si tu veux charmer, tu veux dragouiller, vas-y, mais au bout d'un moment... Est-ce qu'elle te regarde par rapport à ce que tu es, ta position dans la vie sociale, ou est-ce que t'es bien ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Si à partir du moment où il y a un feeling, il y a quelque chose, il y a une accroche, il y a une sensibilité, que tu sois banquier, que tu sois n'importe quoi, c'est avant tout, c'est l'humain. C'est bien, elles ont pas de... Ouais, c'est que les femmes en France avaient des a priori sur les... Bah moi j'appelle ça les racailleux. Sur les hommes comme nous, noirs, rebeux, ou blancs de souche qui restaient en cité, tout ça, ça freine. Mais eux, tu penses qu'au Canada, c'est plus... C'est plus, on va dire, c'est plus naturel, c'est plus libéré. Ouais. Après, tu me dis si je me trompe, mais après je pense que quand on vient de France, du coup elle nous voit pas comme... enfin elle te voit pas comme le mec de cité, elle te voit juste comme un Français, non? Elle te voit comme un Français parce que c'est la différence le phénomène de cité, c'est un truc propre à ici, c'est spécifiquement à ici. Là-bas, ils savent qu'il y a des cités, au Québec, ils savent qu'il y a des cités en France, mais quand tu arrives sur le territoire, tu es avant tout un Français. Alors maintenant, ils arrivent à... Alors que si tu venais, disons, genre d'un quartier chaud, on va dire, du Canada, bah, peut-être qu'il y aurait les mêmes barrières que... Oui. Ouais, c'est ça. Possiblement. Toi, tu dis que... Possiblement. Quand il y a une période où tu montais sur Paris, etc., et tu rentrais à 3h du matin, tu retournais sur Pierrefitte. Ouais. Tu voyais des gens cultivés, etc., sur Paris, voilà, etc. Mais quand tu prends une Canadienne, elle te dit oui, tu viens d'où, tu dis Paris ou tu viens de banlieue? Parce que généralement, elle demande souvent les... Elle connaît pas Pierrefitte. Hein. Ouais, mais je dis les deux. Moi, je dis les deux. J'ai toujours dit les deux. Avant, à la base, parce que je vais pas dire tout de suite Pierrefitte, parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Je vais dire Paris, je vais tout de suite dire Paris, mais je viens de la banlieue parisienne. Maintenant, ils connaissent la banlieue, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils connaissent même des cités, des cités connues. Ouais. D'accord, ok. Bah, ils parlent du Clos Saint-Lazare à Stein, avec tous les reportages. Ils se renseignent aussi maintenant avec les réseaux sociaux. Ils vont te parler des 4000 à la Courneuve. Une fois, il m'a sorti ça, j'ai dit à un jeune, mais d'où tu connais ça? Il m'a dit, j'ai regardé ça sur YouTube, un reportage. Ouais, parce que généralement, j'aime bien savoir si tu es de Paris, comme ça, c'est que tu es quelqu'un qui habite dans Paris, ça représente le monde, la Tour Eiffel, l'argent, etc. Si tu dis banlieue, tout de suite, tu dis ah oui, d'accord, banlieue, ah oui, t'es un peu loin, t'es pas... Non, moi je le disais direct. Je disais, je suis Paris, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, banlieue nord. J'ai aucune honte. T'as pas caché ta carte d'identité. Je le dis direct, je m'en parle. Mais ça t'a apporté quoi, cette histoire du Canada? Être un homme? Être un homme, connaître mes forces, mes excès, savoir de quoi je suis capable. Parce qu'une femme en homme, et là, comme tu en as connu beaucoup, je pense que tu as l'air... comme tu es costaud, je pense que tu as dû en connaître beaucoup, tu as dû avoir dans la tête... Voilà. Ouais, ça, en fait, ça a été une école de vie, ça m'a permis de grandir sur tous les aspects. D'être débrouillard, de compter que sur soi-même. Ça m'a beaucoup apporté, même si à la fin, des fois, je suis un peu acide sur le Québec, ça reste une école de vie. Mais t'arrives à comprendre leur langage? Parce que quand elles parlent, j'ai vu un film, je ne comprends rien ce qu'elles racontent. Non, c'est... Non, ça parle, non, c'est... Je sais pas comment t'as fait. Hein. Non, mais quand t'es dans le bain, ça rentre tout seul. Ouais. Quand t'es dans le bain, ça rentre tout seul. Le but de ton livre, d'écrire ton livre, c'était quoi? Qu'est-ce que tu veux transmettre au-delà de... Déjà, c'est un livre thérapeutique, voilà, je voulais laisser une trace. De se dire aussi, c'est un livre qui parle à tous ceux qui se sentent perdus, qui se sont perdus, silencieusement. C'est un livre à but de résilience. Voilà. Donc je me mets... je vide, en fait, je vide
en quelque sorte ce que j'avais à dire. Voilà. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai personne à qui parler. Et je viens d'une famille où je suis le dernier. Quand tu es dans une famille où tu es le dernier, ta parole a très peu de poids. On ne t'écoute pas. Donc moi j'ai écrit pour me libérer d'un poids. Moi l'écriture c'est mon refuge, c'est mon espace perso. Et j'écris comme je parle. Tu te avant sens, tout pour toi. tu te sens écrivain? Je me sens écrivain, mais attention, j'ai le syndrome d'imposteur. Ça veut dire? Tu l'es, mais c'est comme si tu as l'impression de voler le titre. Parce que écrivain, tu vois, c'est quand même un mot fort, c'est un mot qui impressionne. Je préfère le mot auteur, c'est plus sobre. Ah ouais, quoi, t'as raison. Ouais. Tu penses en écrire d'autres, des livres ou pas? Ouais, le tome 2 pour clôturer l'épisode. Et puis après, je ferai carrément d'autres thèmes. D'autres thèmes que j'ai vécu, que j'ai découvert. Et voilà. Autobiographique dans l'idée toujours. Non, pas, ouais, Enfin, non, pas forcément. Non, parce que le tome 2, bon, ça va être la continuité, mais ça se passe plus ici. Je vais traverser des... Parce que tu as un fort parcours dans la vie, je pense, et je pense que tu peux... c'est mon point de vue, hein. Ouais. Après je peux me tromper, mais c'est vrai que je pense que tu peux écrire sur des choses de la vie. Exactement. Tu as l'air d'avoir assez d'être un peu poète, un peu. Le tome 2, ça sera la continuité, mais plus locale. L'homme qui est parti, c'est pas celui qui revient. Ah oui. Donc ça va être un regard plus sur ce qui se passe actuel, la France d'aujourd'hui, avec d'autres branches sociologiques. Mais après, voilà, une fois que ça sera fait, après, ça sera complètement d'autres thèmes qui n'ont rien à voir. T'es assez zen, t'es assez cool, tu sais où tu vas, quoi. Maintenant, oui. Ouais. Mais ça, c'est le résultat de 13 ans d'expérience. La vie aussi, ton passé avant aussi. La vie, elle te brûle, la vie, elle te gifle, la vie, elle te met à l'amende. Et tout le temps, ouais. Tu ressors de là plus apaisé. Ouais. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Bah merci d'être venu. Merci à vous. Merci Julien. Merci à vous. Au plaisir.